Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe, je vous souhaite la bienvenue. Ravi de vous retrouver. Nous allons débuter ce webinaire consacré aux indépendants personnes physiques en difficulté. Ce webinaire, c'est déjà le 5e d'une série consacrée à cette problématique. Je vous rappelle qu'une nouvelle session a été programmée. Elle aura lieu la semaine prochaine, même horaire. Les informations, en tout cas sur le webinaire passé et à venir, sont disponibles sur votre écran à l'instant. Comme à l'accoutumée, avant de vous présenter Pierre Romain, je souhaitais vous communiquer quelques informations pratiques. La première information, c'est que le webinaire est enregistré. L'enregistrement sera accessible sur le site de l'Observatoire. Nous sommes déjà le 18 janvier 2021 et les informations qui vous seront communiquées par Monsieur Romain sont valables à la date du jour. Il s'agit ici d'un petit avertissement. Si vous écoutez le podcast d'ici quelques temps, soyez attentifs à l'actualité, à l'actualisation de certaines mesures. Deuxième information, le PowerPoint de Monsieur Romain vous sera envoyé dès demain. Troisième information relative à l'organisation. On ne change pas la formule, donc 1 heure d'exposé, 30 minutes de questions-réponses. Je vous remercie de poser vos questions directement dans la messagerie durant la présentation de Monsieur Romain. Et Virginie Sautier, qui est juriste à l'Observatoire, sera la modératrice du jour. Elle compilera vos questions et les soumettra à Monsieur Romain à la fin de la session. Si vous rencontrez un problème technique avec la messagerie, n'hésitez pas à transmettre vos questions par email à Sylvie Dehaene. C'est la personne qui vous a transmis le lien de connexion pour nous rejoindre aujourd'hui. Pour respecter le timing, nous fonctionnerons uniquement avec des questions écrites. Et dernière information pratique, à la suite des 6 webinaires, l'équipe de l'Observatoire va réaliser une brochure de synthèse qui va reprendre les principaux conseils qui concernent la prise en charge d'un dossier d'un indépendant en difficulté. Et vous recevrez cette brochure par email. Bon, il est grand temps de vous présenter Monsieur Romain, comptable de qualité tant au niveau professionnel qu'humain. Monsieur Romain, vous êtes géomètre expert de formation, mais vous avez repris des études de comptabilité à l'âge de 33 ans. Vous êtes expert comptable ITAA, donc c'est le nouvel ordre des professionnels du chiffre qui reprend l'IPCF et l'IEC qui a été créé en 2019. Au départ, vous avez commencé à travailler seul et vous avez maintenant une équipe de 2 collaboratrices qui travaillent avec vous au sein de la fiduciaire, votre fiduciaire qui se nomme fortseigneurie.be SRL. Et votre fiduciaire a une clientèle variée. Elle est surtout spécialisée dans les professions libérales, mais aussi des ASBL, par exemple, qui nécessitent une comptabilité analytique pour gérer les subsides. Votre clientèle est aussi constituée d'artisans et de petits entrepreneurs. Elle reste une entreprise de petite taille et, comme vous nous l'avez confié, l'ensemble des clients sont un peu plus que de simples clients, mais ça, on va y revenir. Donc, Monsieur Romain, il est 13h04, je vous laisse jusqu'à 14h. Je ferai le maître du temps et je vous remercie d'avance pour votre intervention. Merci, bonjour à tous. Voilà, je vais essayer pendant cette heure de vous donner quelques trucs et ficelles et vous expliquer un peu pourquoi un indépendant peut malheureusement assez vite se retrouver en difficulté financière. Voilà, je vais essayer aussi d'être le plus clair possible, de ne pas trop jargonner parce que c'est un de mes problèmes, le problème de beaucoup de personnes. On a tous, en fonction de notre métier, des termes spécifiques. Et la personne qui se trouve en face de nous, parfois quand on va lui parler de CPTI par exemple, il va se demander ce que c'est, que pour nous c'est très clair. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'éviter ce genre de choses. Voilà, j'ai toujours tendance à faire des PowerPoint avec beaucoup de texte parce que j'aime bien quand moi je reprends parfois 3 mois plus tard le syllabus pour me replonger dans un des aspects, avoir un peu d'explication et pas juste quelques points spécifiques qui fait que 3 mois après, on peut se demander mais qu'est-ce qu'il a encore bien voulu dire l'orateur sur ce point-là.
Avant de commencer à proprement parler, bon, il faut déjà que ça change. Voilà. J'espère que ça change bien chez vous. Avant de commencer, Tout va bien, c'est parfait. Parfait. Alors, avant de commencer, deux, trois petits points. Un indépendant, qui soit en activité complémentaire, en activité complète, même en société, qu'il soit médecin, avocat, géomètre, menuisier, carreleur, et la plupart du temps, quelqu'un qui fait très, 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 très bien son travail, qui est très bon dans son domaine, mais pour qui tous les aspects de gestion administrative, fiscale et ainsi de suite sont des choses assez nébuleuses et ténébreuses. Et il faut bien reconnaître que les études que nous avons tous faites pour notre domaine nous ont, j'espère, préparé le mieux possible à effectuer notre travail, mais quel que soit le diplôme, très peu à faire toute cette partie administrative et de gestion qui pourtant, pour un indépendant, est extrêmement importante. Et un indépendant peut très 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 bien faire son travail, mais si derrière il ne gère pas bien ses papiers, eh bien la catastrophe est presque malheureusement, je ne vais pas dire automatique, mais pas loin. Un simple exemple, pour vous dire un peu ce qu'il en est, c'est la fameuse TVA. La TVA, c'est quelque chose qui s'ajoute à vos prestations, en règle générale 21%, donc ce n'est pas négligeable. Mais pour énormément d'indépendants, c'est l'État me vole 21% de ce que j'ai gagné à chaque fois que je fais une facture. Ben, pas du tout. Il faut faire comprendre à l'indépendant que, en fait, nous ne sommes qu'un intermédiaire entre le client et l'État. La TVA, elle est supportée par l'utilisateur final. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ça veut dire quoi? Un petit exemple. Moi, Pierre Romain, simple citoyen, j'achète une débroussailleuse pour nettoyer mes parterres parce que j'ai un peu de terrain et je vais m'acheter une super machine qui coûte 1210 euros. 1000 euros plus 21% de TVA, 1210. Ben voilà, je paye 1210 euros à au magasin où je vais l'acheter et ben, j'ai supporté la TVA. Par contre, si moi, Pierre Romain, j'étais entrepreneur de jardin, je vais acheter cette même débroussailleuse qui va me servir pour faire mes chantiers pour mes clients, eh bien, je vais à nouveau payer 1210 euros chez mon fournisseur. Mais réellement, je n'aurai en frais que 1000 euros parce que les 210 euros de TVA, je vais pouvoir les déduire dans la déclaration que je devrais émettre à intervalles réguliers, la plupart du temps de manière trimestrielle. Et je vais pouvoir déduire ce montant-là de TVA, donc les fameux 210 euros, de toutes les factures que j'aurai moi émises avec la TVA dessus. Donc, ce n'est pas moi qui supporterai la TVA. La TVA, ben, en fait, c'est le client chez qui je vais émettre les factures, qui devra la payer, lui, qui sera à ce moment-là sans doute l'utilisateur final qui la supportera. La débroussailleuse, dans ce cas-là, n'étant qu'un outil me permettant de faire mon boulot pour mes clients. Un autre point qui est en Belgique, malheureusement, et je ne pense pas que c'est qu'en Belgique, même partout un peu en Europe, mais certainement chez nous, c'est qu'un indépendant, s'il réussit, qu'il gagne bien sa vie, souvent ça paraît louche, c'est qu'il a magouillé, qu'il a fait du noir, qu'il a. Et si jamais ben, ça ne marche pas, ah ben alors c'est que c'est un perdant et c'est comme ça. Donc l'indépendant qui va être en difficulté financière, c'est clair que c'est pas facile à avouer, à expliquer et à essayer de comprendre. Ça c'est une chose. Encore quelques autres petits points. Euh, ce serait super important, je trouve, que avant de lâcher entre guillemets l'indépendant dans la vie professionnelle, il serait bien qu'il ait un bagage un peu plus important sur ses besoins, ses devoirs, ses droits, ses obligations. Parce que je vous dis, actuellement, moi, je constate que beaucoup ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière et des conséquences catastrophiques. On va en parler. Euh, le comptable, on a un rôle très important, je pense, non seulement, bien entendu, de faire tous les documents, tous les suivis, les calculs, et ainsi de suite, mais d'éducation aussi. Ça, c'est important. Il faut savoir que personne n'est obligé d'avoir un comptable. C'est un choix personnel. On peut très bien être indépendant, ne pas avoir de comptable et faire toute sa popote soi-même.
Mais on peut se retrouver parfois 2, 3, 4 ans plus tard, lors d'un premier contrôle avec nos amis du ministère des Finances, on se rend compte qu'il y a des erreurs monumentales qui ont été faites et de ce fait-là, des redressements phénoménaux, alors qu'au départ, l'indépendant n'a pas fait ça du tout de mauvaise foi. Mais enfin, j'ai vu régulièrement des indépendants déduire de la TVA sur une souche TVA d'un restaurant où ils avaient été, on peut le supposer, avec un client. Et ce n'est que de petites choses. Ça arrive souvent que les clients au départ me disent pour les 2 premières années, tu étais un peu ennuyeux. Parfois, c'est un autre terme qui est utilisé, il faut bien le reconnaître. Et puis souvent, après, ils me disent tout compte fait, on se rend compte que ça valait la peine. Et donc, c'est bien, tu es là pour nous aider. Et parfois, tu nous dis non, et c'est important aussi. Donc, le rôle du comptable, c'est aussi parfois de dire écoute, là, je pense que tu fais un peu erreur. Et voilà. Maintenant, au final, on propose et le client dispose. Alors, le vrai rôle du comptable, avant, c'était d'aligner des colonnes avec des recettes, des dépenses. Si le client est assujetti à TVA, de dire, ben voilà, pour telle échéance, tu as autant à payer, de rentrer les déclarations, les listings, ainsi de suite, d'établir, de souscrire la déclaration d'impôt, la même chose, de dire, tu as autant d'impôts à payer. Ça, c'était un peu le rôle ancestral du comptable. À tout ça, maintenant, est venu s'ajouter toute une série de choses qui sont aussi importantes. Certains disent qu'on n'est plus comptable et qu'on est devenu des coachs pour l'entreprise. Moi, personnellement, je ne suis pas fanatique de ce terme-là. Voilà, c'est comme ça. Je vous en cite quelques-unes et je vous explique. Un des rôles maintenant importants, c'est le calcul des lois sociales. Donc, en gros, ceux qui sont salariés, donc employés, ouvriers, ou bien fonctionnaires, ou même retraités, tous les mois, pour vous, il y a un montant qui est payé au ministère des Finances. C'est ce qu'on appelle le précompte professionnel, c'est une espèce d'acompte sur l'impôt. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'ONSS personnel, donc tous les mois. Si vous regardez un peu vos billets de paye, je sais que peu de gens le font, vous allez vous rendre compte qu'il y a des montants avec un moins, parfois un peu impressionnant. Eh bien, ce sont des montants qui sont déjà versés pour vous et qui font que, en tant que salarié ou dans d'autres situations, vous êtes tranquille. Un indépendant, ça ne fonctionne pas comme ça. Il doit payer des lois sociales qui sont relativement importantes, puisque ça représente plus ou moins 21% de votre chiffre d'affaires, moins vos frais généraux, en gros. Hein. Et donc, ce sont des montants importants. Et avant, le système, c'était on paye des lois sociales définitives chaque année, qui étaient calculées sur base de vos revenus de 3 ans auparavant. Mais donc, ça pouvait créer parfois des discordances assez importantes. Si, imaginons, il y a 3 ans, j'ai fait une année de Dieu le Père avec un chiffre d'affaires phénoménal, 3 ans plus tard, je vais peut-être devoir payer des 4 400 € de loi sociale par trimestre, alors que malheureusement, cette année-ci, en plus, bon, en 2021, on sait tout ce qui se passe, c'est la catastrophe, je n'ai quasi pas de boulot. Je vais donc avoir bien du mal à payer ces lois sociales définitives. Donc l'État s'en est interpellé. Il y a quelques années, ils ont changé le système et maintenant, nous payons des cotisations sociales sur l'année. Le problème, c'est qu'il est difficile de payer ses cotisations sociales durant l'année, puisqu'il faut payer ça grosso modo en mars, en juin, en septembre et en décembre. Donc payer des cotisations sociales sur ce que j'ai gagné en 2021 alors qu'on est qu'en début d'année, c'est compliqué de savoir combien je vais devoir payer. Donc ils ont mis un système en place qui est qu'on doit payer toujours sur base de ce que j'ai gagné il y a 3 ans, mais il y a une régulation qui se fait par la suite, et si j'ai payé trop, on me rembourse, si je n'ai pas payé assez, je dois payer le complément. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose au final. Si, parce que si jamais on a par exemple un rappel de fortune et qu'on sait qu'on va gagner beaucoup moins, on peut demander à la caisse d'assurance sociale à laquelle on est inscrit. Donc par défaut, on est tous à l'INASTI. Maintenant, on peut s'inscrire en gros dans les secrétariats sociaux, donc UCM, CQRS, Groupe S, SD Works, Liantis, il y en a plein. Et on peut demander d'une manière assez simple, c'est une petite procédure à suivre, de demander une réduction des cotisations provisoires. Ça ne se fait pas comme ça, il faut étayer le pourquoi on demande ça, il faut des raisons valables. Souvent, il faut un document signé par le comptable qui atteste un peu tout ça. J'ai déjà pratiqué ça plein de fois pour des clients et jusque maintenant, je dois dire que j'ai peut-être de la chance, mais je n'ai jamais eu de refus. À partir du moment où c'est expliqué, que c'est clair, que c'est net, il n'y a pas de problème. Alors, certains se diront peut-être, oui, mais ça c'est facile, alors je vais en profiter, je vais demander pour payer le minimum, et 3 ans plus tard, on parvient à ce qu'il en est. Non, ça ne va pas comme ça, il y a des garde-fous, et heureusement quelque part. Si jamais on demande une réduction du paiement des cotisations provisoires,
et qu'au final, on aurait dû payer ce qui était prévu, voire encore plus, ben, sur la différence, il y aura des intérêts, des majorations qui seront comptées pour éviter, ça c'est je pense typique du Belge, et peut-être encore un peu plus du Wallon, soyons honnêtes, si on s'est frouchelé, comme on dit par chez moi, ben, on va essayer de le faire un peu. Mais donc, voilà, ça, ce sont des choses importantes. Vous prenez un indépendant qui commence, il va payer des cotisations provisoires de grosso modo 750 €. S'il a super bien travaillé son année, il se pourrait qu'il ait dû en payer réellement 4400 par trimestre. Vous imaginez le gap que ça représente sur 4 trimestres, ben, il peut se retrouver 3 ans plus tard avec près de 16 000 € de régularisation à payer d'un coup. S'il n'a pas mis un peu de côté, il n'est pas bien. Donc ça fait partie des choses qu'on fait. Aussi déterminer donc, ce que j'appelle les VAI. Donc VAI, c'est les versements anticipés d'impôts. Je vous ai dit, un salarié, tous les mois, on lui prend une provision et donc ben, à la fin, il n'a plus que ce qui reste à payer. Souvent, si c'est bien paramétré, qu'on n'a pas mis qu'il avait 5 enfants en charge alors qu'il n'en a pas et que tout va bien, ben, il aura très peu à repayer ou à récupérer. Par contre, en tant qu'indépendant, si vous ne payez rien, ben, vous aurez peut-être des majorations pour insuffisance de versement anticipé, mais ce sera tout. Et quand ça tombera, ça peut faire très mal. Les 3 premières années qu'on est indépendant, pas de nécessité, d'obligation de payer des versements anticipés d'impôts. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de majoration. Si vous le faites, vous aurez des légères bonifications. À partir de la 4e année, si on ne le fait pas, on aura de toute façon des majorations. À nouveau, ben, ça fait partie, je pense, de notre rôle d'essayer de déterminer au mieux qu'est-ce qu'il faut verser comme anticipé pour éviter de très mauvaises surprises. Il y aura des exemples plus loin dans l'exposé, dans les slides, ne vous inquiétez pas. Un nouvel investissement à faire, ben voilà, un indépendant va devoir acheter du matériel parfois important, coûteux, qui va devoir amortir sur plusieurs années. Ben, je dis toujours à mes clients, c'est peut-être pas plus mal si tu as un investissement à faire, qu'on en parle avant. Non pas sur l'utilité. L'utilité, c'est pas à moi de juger si cet entrepreneur doit acheter une grosse grue pour faire des fouilles ou pas. Mais par contre, lui dire, écoute, tu me dis que maintenant tu as un chantier où tu as besoin d'une grue 8 tonnes, alors que tu as une grue 3 tonnes qui te sert depuis toujours. Mais à investir 50 000 € pour un chantier qui va durer 3 semaines et puis tu n'en auras plus besoin, c'est peut-être un peu risqué parce que tu vas devoir faire un crédit, parce que. Et donc c'est d'essayer de le raisonner, de lui dire voilà, si tu n'as pas une utilité récurrente, il serait peut-être mieux de passer par une location qui va te coûter quelque part sur le chantier un peu plus cher, mais au final beaucoup moins. Voilà. Maintenant, je vous dis, l'utilité, ce n'est pas moi qui décide, ça c'est l'indépendant, mais je pense qu'on a aussi un rôle de conseil sur la capacité ou pas qu'il a à acheter ce bien sur fonds propres via un crédit. Ben, enfin, c'est clair que vous savez comme moi que les banques sont de plus en plus réticentes et c'est de plus en plus compliqué d'obtenir des crédits. Et puis n'oublions pas que si on prend un crédit sur 5-7 ans, ben, on va devoir payer pendant 5-7 ans, tous les mois, les échéances, c'est pareil. Il y a aussi certaines vieilles coutumes qui perdurent encore, c'est l'année était bonne, je vais devoir payer beaucoup d'impôts, je fais vite des investissements pour payer moins d'impôts. Moi, personnellement, je trouve ça très dangereux parce que, ben, à nouveau, imaginez que vous avez une baisse de régime les années suivantes, vos investissements qui peut-être en plus dorment, ne servent pas, ben, vous allez devoir continuer à les amortir, enfin, ce serait bête de ne pas le faire, à les payer, et ça peut faire des conséquences très difficiles. Et oui, donc voilà, ça c'est un peu ce cas. Alors après, aussi, l'indépendant, quand on est salarié, on a normalement une pension raisonnable, si on est fonctionnaire pareil. Quand on est indépendant, si on a fait une carrière complète, qu'on a toujours bien payé ce qu'on devait payer, avec un peu de chance, actuellement, on aura 1 250 € de pension. C'est quand même pas la fortune. Alors je sais bien que quand on est pensionné, logiquement, on n'a plus de maison à payer, logiquement, on n'a plus d'enfants à charge, on a moins de besoins, mais malgré tout, ça reste peu. Et donc, il est bon de conseiller le plus vite possible, de donner à l'indépendant de quoi remplir un peu ces différents piliers qui peuvent exister. Et il existe quelques outils réservé aux indépendants, et là c'est des termes, voilà, la PLCI ou PLCIS, c'est une pension légale complémentaire indépendant, le S c'est pour solidaire, ben voilà, c'est un complément qui permet de faire
petit plus pour l'indépendant. Ce sont des montants qui sont en fonction de ce que vous payez comme la sociale, qui sont plafonnés, maximum 4 000 € par an. Il y a la CPTI, ça c'est un nouveau produit qui est sorti, qui a été mis en place, je pense, en 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement, par le législateur. C'est un complément de pension pour les travailleurs indépendants, donc en plus de la PLCI possible, qui est un peu moins avantageuse parce qu'elle est moins déductible, mais qui permet aussi de faire un petit magot en plus. C'est pour contrebalancer ce qu'on appelait avant les assurances groupes, qui s'appelle maintenant les EIP, les engagements individuels de pension, dont peuvent bénéficier les indépendants qui sont en société, donc qui sont dirigeants d'entreprise. Eux avaient cette possibilité-là que n'ont pas les indépendants personnes physiques. Donc voilà, ce sont deux points auxquels il faut attirer l'attention le plus vite possible des jeunes indépendants ou de ceux qui sont plus âgés mais qui ne l'ont jamais mis en place. Parce que, ben, voilà, une fois qu'on a atteint les 65 ans, si on arrête de travailler, on a eu un certain train de vie et que tout d'un coup on retombe à 1 250 €, ben, c'est parfois un peu compliqué. Après, ben, il y a d'autres postes, mais qui là sont communs à tout le monde, c'est l'épargne pension, les fameux 990 € déductibles à 30%. Attention, tout ça, ce ne sont jamais que des réductions d'impôts, donc le faire si on ne paye pas d'impôts, ça ne vaut pas la peine. Le crédit hypothécaire, voilà, ce genre de choses. Alors, comme je dis aussi, pour autant que le comptable soit au courant de tout. Alors, j'ai déjà remarqué que malheureusement, certains indépendants cachaient un peu l'état de leurs activités et les problèmes dans lesquels ils étaient à leur conjoint. Moi, je dis toujours, vous faites ce que vous voulez, je ne pense pas que ce soit le bon système, mais si vous le faites, c'est votre problème. Mais par contre, moi, il faut que je sois, si possible, au courant de tout pour que je puisse appréhender avec vous le problème de sa globalité. S'il n'y a pas de la bonne volonté de l'indépendant, le comptable, toute sa bonne volonté à lui ne sera pas faire grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'indépendant en difficulté? Le plus important, c'est de pouvoir vraiment déterminer l'étendue des dégâts, comme je dis. Alors, souvent, les problèmes se trouvent où? Ben, le plus souvent, c'est dans les dettes fiscales et sociales. Qu'est-ce qui se passe? L'indépendant, il va continuer, pour autant que possible, à payer ses fournisseurs. Pourquoi? Ben parce que s'il veut continuer à pouvoir faire des chantiers, imaginons que son métier c'est de mettre des châssis, s'il ne peut plus obtenir des châssis chez son fournisseur, parce qu'il ne paye pas ses factures, ben il ne sait pas travailler. S'il ne sait pas travailler, il ne sait pas facturer. Et donc, voilà. Donc souvent, ses fournisseurs, il les payera. Peut-être un peu élastique avec du retard, mais il les payera. Mais par contre, les dettes sociales et fiscales, c'est souvent là que le bas blesse et c'est souvent par là que la dégringolade commence. Vous avez le paiement de la TVA, je vous ai expliqué tantôt, ce fameux vol, entre guillemets, dans la tête de beaucoup d'indépendants, de 21% de ce que j'ai gagné. Mais il faut la payer, la TVA, et malheureusement, souvent on ne la paye pas. Donc vous avez à la TVA, je simplifie certaines choses, je suis désolé pour les ministères des Finances qui sont spécialisés dans la TVA ou d'autres domaines. Vous allez vous dire que je simplifie, mais sinon on va y passer 5 jours. Vous avez le compte courant à la TVA, ben c'est quoi? Ben c'est là, c'est vraiment un peu comme un compte, et on a, ben voilà, je fais ma TVA, je la rentre, j'ai, mettons, 1 000 € à payer. Et puis, ben, je paye sur le compte de la TVA, rubriqué avec ma communication structurelle. Je paye ces 1 000 €, 1 000 moins 1 000 égale 0. Et donc, c'est là qu'on va trouver toutes les choses courantes. J'ai payé en retard, ben, la TVA va me compter un petit intérêt. Donc, imaginons que je n'ai pas payé les 1 000 et je n'ai pas payé, donc j'ai un intérêt. J'ai par exemple 1 012 € à payer. Je fais le paiement des 1 012 €. Hop, ça revient à 0 et ainsi de suite. Et ça suit son cours. Malheureusement, si jamais on reste un peu trop longtemps avec des dettes et qu'on ne les paye pas, à un moment donné, la TVA elle va dire « Oh, stop, ça ne va plus, je vais aller passer en compte spécial ». Et donc, c'est quoi? C'est un compte à part de le compte courant. Ce n'est pas comme un carnet de dépôt, malheureusement. C'est un compte spécial. Donc, on va remettre à zéro le compte courant et il y aura un compte spécial qui sera créé avec la dette, les intérêts et ainsi de suite. Et là, quand on en arrive là, ce n'est pas bon signe parce que ce sont des signaux qui s'allument au ministère des Finances, ce sont des dettes qui ne font que gonfler, et donc voilà, donc c'est un premier signe. Le deuxième signe, c'est au niveau des impôts, des taxes et ce genre de choses. Ben voilà, si on doit payer de l'impôt et qu'on est à court de liquidité financière, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas payer ses impôts, on ne va pas payer la taxe de circulation de sa camionnette, on ne va pas payer le foncier, on ne va pas payer ce genre de choses. Et tout ça, ce sont des choses qui apparaissent. Et c'est clair que c'est jamais très bon. Les lois sociales, ça c'est encore pire. C'est normalement le truc qui coûte le plus cher.
Et donc, ce serait quelque part la dernière chose à ne pas payer pour un indépendant. Et souvent, c'est la première qu'il arrête de payer. Avec en plus tous les risques qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, si ça prend des proportions trop fortes, ben, il peut se retrouver qu'il n'a plus de couverture mutuelle, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Parce que si à un moment donné, vous devez être hospitalisé pour une raison sérieuse ou même un peu moins sérieuse, mais on n'est quand même pas hospitalisé pour un furoncle, ça peut coûter des fortunes, une journée d'hospitalisation avec tous les frais qui vont avec. S'il y a du personnel, ben, à nouveau, les salaires souvent seront payés parce que ben, si les salaires ne sont pas payés, le personnel ne travaillera pas, c'est un peu logique. Mais à nouveau, il y a du précompte à payer sur les salaires des personnes. Ben, s'il n'est pas payé, ça va gonfler. Et l'ONSS, pas oublier que c'est l'entreprise qui paye son ONSS patronal et l'ONSS personnel qui est retenu à la base chez les ouvriers, les employés. Et tout ça ne fait que gonfler. Alors, dans les autres dettes, on peut avoir quoi? Donc, je vous ai parlé des fournisseurs. Souvent, c'est presque le moins grave. Les crédits bancaires qui prennent du retard, les comptes bancaires en négatif, et alors quelque chose qui est souvent oublié par l'indépendant en difficulté, c'est il arrive fréquemment que ces indépendants aient une ou voire même deux cartes Visa, avec peut-être sur chaque un pouvoir de tirer jusqu'à 5 000 €, et ils oublient de signaler que, ben, en plus d'avoir les comptes courants en négatif, en plus d'avoir un éventuel crédit de caisse de autant à fond les ballons, on a en plus les deux quarts de crédit qui sont à moins 5 000, et donc ben, tout ça ne fait que gonfler les dettes. Une fois qu'on est parvenu à avoir déterminé l'entièreté de la dette, ben, il faut arriver donc à avoir tout ça, et c'est, comme je vous dis, pas toujours facile. Pourquoi? Ben, l'indépendant, je vous l'ai expliqué, il est un peu dans son guidon, il est sur ses chantiers, donc il ne sait pas bien où il en est, donc il ne connaît pas tout à fait sa situation. Il a parfois une certaine pudeur qui est compréhensible de dire, voilà, là où j'en suis. Enfin, moi, j'ai malheureusement déjà eu plusieurs fois des clients qui pleuraient devant moi. Et voilà, c'est pas toujours de la mauvaise volonté de la part de l'indépendant. C'est souvent un problème de gestion, c'est parfois un truc structurel aussi, enfin, dû à un événement fortuit, on en parlera un peu plus loin, mais bon, le plus gros problème souvent c'est la gestion. Il y a aussi toute la difficulté d'obtenir les renseignements. Le RGPD, donc la protection des données privées, n'a rien arrangé. Vous voulez obtenir d'un organisme l'état des dettes, ben, souvent on dira bah oui, monsieur Romain, je veux bien vous croire, vous avez une bonne tête, vous êtes le comptable de. Mais moi je suis désolé, je ne peux pas vous donner ça. Donc on est obligé de faire une demande écrite ou par mail qui est envoyée au client, qui doit nous l'a donné. Tout ça prend un temps infernal. Et pendant ce temps-là, une fois que l'engrenage s'est mis en route, malheureusement, on est vite broyé. Alors, une fois que ça a été déterminé malgré tout, il faut voir si l'État est dû à un problème structurel. Si c'est le cas, là c'est le plus grave, parce que ça veut dire qu'en gros, on dépense plus que ce qu'on gagne. Et quand on dépense plus que ce qu'on gagne, il ne faut pas avoir fait des études très poussées pour se rendre compte que à très court terme, ça peut arriver. Ce matin, j'avais une cliente qui me disait, oh, Joe, ce mois-ci, j'ai mon assurance professionnelle à payer, l'assurance de ma voiture, j'ai telle chose, telle chose, telle chose, j'ai dû faire l'entretien. Enfin, voilà. On a tous ça, on a tous des mois un peu plus pénibles que les autres. Quand il faut remplir la cuve à mazout, heureusement, on ne le fait pas tous les mois, mais c'est des mois où on voit son compte dégringoler. Le problème, c'est que si c'est tous les mois comme ça, ben là, c'est plus grave. Et donc, souvent, ça peut être dû à quoi? Ben, c'est dû à un train de vie trop élevé. Ben, voilà, je vous disais, on dépense plus que ce qu'on gagne et c'est parfois un peu tentant. À nouveau, en Belgique, avoir une grosse voiture, c'est quelque chose. Les signes extérieurs de richesse ont une grande importance et c'est parfois compliqué de faire comprendre aux indépendants que, ben oui, je comprends que tu aies envie de cette nouvelle série 7 BMW entièrement équipée, mais est-ce que tu es sûr que dépenser 80 000 € là-dedans pour l'instant, c'est vraiment l'idéal? Ou alors ça peut être aussi parce qu'on a des charges à court terme trop élevées. Ça veut dire quoi? Imaginons vous êtes agriculteur, vous achetez un tracteur, vous savez comme moi qu'un tracteur à moins de 100 000 €, ça n'existe pour ainsi dire pas. Un tracteur, si vous en avez un peu de soin, vous allez le garder 15-20 ans avec bien entendu des entretiens et ainsi de suite, des pneus à remplacer, ce genre de choses. Mais si vous le financez en 5 ans, pour être vite tranquille, ben, vous allez avoir des mensualités énormes avec des charges d'amortissement, puisque si on amortit en 20 ans, on va amortir un 20e et vous allez payer un 5e par an. Voilà, la discordance, elle apparaît là. Ça peut aussi être dû à un manque de chiffre d'affaires chronique.
Ça ne va pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Ben, il faut changer la méthode de travail et le train de vie. C'est très, très difficile à faire comprendre. Si l'indépendant est OK, ben, il faut essayer d'étaler les dettes, c'est-à-dire demander des plans d'appurement. Ben, par exemple, pour les lois sociales, c'est déjà compliqué pour le passé, mais c'est faisable. Pour les lois sociales immédiates, ça c'est impossible. Mettre en place un suivi des dettes le plus simple possible pour qu'ils puissent le comprendre. Éventuellement, mettre en place une PRJ. On en a parlé un petit peu, M. Bouvier en a parlé un petit peu la semaine passée. Savoir que la PRJ, j'en parlais encore avec un avocat la semaine dernière, moi personnellement, je ne mets pas en place de PRJ. J'aide l'indépendant et un avocat spécialisé à les mettre en place parce que ce n'est pas évident. Et l'avocat disait, on était d'accord, c'est que la PRJ est un magnifique outil. Malheureusement, c'est un outil qui est compliqué à mettre en place et qui souvent est mis en place trop tard. Pourquoi? Parce que ben, justement, l'indépendant doit pouvoir à un moment donné dire ça ne va plus. Je vous ai expliqué que la pudeur va souvent faire qu'il ne le fera pas et ça peut se comprendre, mais ce serait bien qu'on puisse avoir des signaux parce que voilà, l'indépendant ne sait pas toujours tout. Enfin, le comptable de l'indépendant, si l'indépendant veut lui cacher des choses, c'est quand même pas évident, c'est pas facile, c'est pas difficile pour lui de cacher des choses. Alors maintenant, ça c'est le premier cas, le cas catastrophe. Le deuxième cas, ça peut être un événement exceptionnel. Là, c'est quoi? Un problème de santé. Ben voilà, on tombe malade pendant une période de 3 mois, 6 mois, ben, pas de revenus, les charges continuent. Voilà, un problème de gestion, c'est le plus fréquent, je pense. Un problème de secteur, aller parler aux kinés qui ont maintenant au moins 25 ans de pratique derrière eux, du retour aux affaires de M. Frank Van den Broek, comme ministre de la Santé, vous allez voir de la fumée sortir par les oreilles, parce qu'à l'époque, moi je connais des kinés qui du jour au lendemain, avec ceux qui avaient changé, se retrouvaient quasi à travailler à mi-temps, simplement parce que Van den Broek avait décidé de réduire drastiquement le nombre de séances remboursées. Ça, évidemment, ce sont des événements totalement fortuits et l'indépendant n'en peut absolument rien. Un problème de société, ben, avec le Covid, c'est difficile de ne pas le comprendre. Un problème de liquidité passager, voilà, ben, il faut savoir que comment tous ceux qui travaillent avec l'État belge ou bien des entreprises publiques ben, ont parfois beaucoup de mal à se faire payer. Se faire payer, ils se font payer, mais parfois avec un délai de retard phénoménal. Sauf erreur de ma part, l'Europe a quand même dit qu'on ne pouvait pas dépasser 30 jours fin de mois pour le paiement des factures. C'est exceptionnel qu'on se paye à 30 jours fin de mois avec ce genre d'institution. Il faut le savoir. Comme Mme Jean-Marc l'a expliqué, je suis un ancien géomètre qui a changé de carrière en cours de temps. À l'époque, avec mes associés, nous avions une société. Nous avons toujours décidé et refusé de travailler pour toutes ces entités parce qu'on ne voulait pas devoir faire la banque pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Parce qu'entre-temps, il fallait payer le personnel, les marchandises, enfin tout ce qui avait besoin pour nous travailler. Ce qui n'empêche que la première raison que ça ne va pas, ça reste quand même la gestion. À nouveau, les remèdes sont les mêmes, sauf que dans ce cas-là, on peut espérer ne pas devoir liquider l'activité, puisque ben, c'est un problème ponctuel. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider un peu l'indépendant à se sortir de ce mauvais pas, une fois qu'on a pu déterminer un peu l'étendue de la cause. Je remarque souvent que le petit indépendant, et ce n'est pas péjoratif, mais souvent il me dit « Oh non, non, toutes mes factures, mes clients m'ont tout payé, il n'y a pas de souci ». Comme pour ce genre de comptabilité, on ne fait pas un encodage double, donc on n'encode pas les financiers, on ne sait pas donner au client, on ne sait pas lui dire bah, « Tiens, moi j'ai encore telle facture, telle facture, telle facture, telle facture ouverte ». Pareil pour les fournisseurs, quand on est en société, on fait l'encodage double et là, on peut sortir régulièrement des listings avec tout ce qui est payé, pas payé. Et donc, j'ai déjà remarqué que parfois, faire le travail avec eux au départ, de dire, ben, on va prendre toutes tes factures, on va les passer une par une. Celle-là, elle est payée? Oui. OK. Comment est-ce qu'elle a été payée? Ah, il m'a payé en liquide. Bon, là, on peut bien faire confiance. On dit, OK, celle-là, ah, par banque. Et donc, on recherche dans les extraits de compte. Et j'ai déjà passé ça en vue avec pas mal de clients. Et en fait, on se rend compte qu'ils pensent que le client a payé, mais il y a plein de factures qui ne sont pas payées. Et donc, il a de l'argent qui dort là. Pas oublier que cet argent-là, ben, pour l'obtenir, il a dû travailler, il a peut-être dû acheter des marchandises qu'il a payées, il va payer de la TVA dessus, il a payé ses hommes, il va payer de l'impôt, des lois sociales, et donc, ben, quelque part, il est pénalisé 3 fois. Un, parce qu'il a travaillé sans être payé, deux, parce qu'il va payer de l'impôt dessus sans être payé, et parce qu'il a dû acheter des marchandises qui ne sera même pas payé pour le fait. Donc, ça fait quand même beaucoup. Mettre en place un petit tableau Excel, ou même si
l'indépendant est complètement réfractaire à l'informatique, un tableau manuel, c'est facile, vous verrez plus loin, je vous ai mis un exemple. Un autre problème que je vois souvent, ça c'est plus chez les indépendants qui ont déjà quelques années de bouteille, c'est vous avez, imaginons votre toiture montre des signes de faiblesse, vous faites venir un entrepreneur en toiture, il vient, ben lui en 4 minutes il aura vu où situe le problème, il va faire son maîtrise, il va vous remettre prix, vous allez tomber d'accord ou pas, et tout va rouler, sauf que lui, dans sa tête, il a les prix de ce que ça coûte de l'heure son personnel, il a peut-être les prix de l'isolant qu'il va devoir mettre en sous-toiture, sauf ben, rien que cet isolant, il faut savoir que dans les 2 dernières années, le prix de l'isolant a été multiplié par 3. Donc si par exemple avant c'était 40 € le mètre carré l'isolant, ben, il est passé à 120. Alors si lui a toujours en tête que c'est 40 € qui vous le facture à 100 €, mais par défaut, il perd déjà 20 € avant de commencer. Et malheureusement, j'ai déjà constaté que c'était quelque chose qui existait régulièrement. Prendre le temps de prendre deux, trois chantiers qui sont un peu significatifs de l'indépendant et passer avec eux en revue tous les frais qu'ils ont eu dessus par rapport à ce qu'ils ont facturé, le temps, et voir si au niveau rentabilité, chaque chantier est rentable, ben, ça vaut la peine de le faire, et faire ça tous les 2-3 ans maximum, c'est quelque chose qui doit être fait. Pour autant, toujours que l'indépendant soit intéressé. Il y a aussi la concurrence qui fait parfois sauvage, qui n'arrange rien, évidemment. Vous avez tous les indépendants qui déclarent leur travail, et puis ceux qui travaillent exclusivement au noir en étant le mutuel, il y en a encore malheureusement. Ben, c'est clair que la concurrence là fait que c'est très compliqué pour l'indépendant. Une autre chose que je fais avec tous mes clients, ou presque, c'est de faire une situation à fin septembre. On a 9 mois de l'année qui lancent à ce moment-là. Après 9 mois, on peut quand même présumer de comment va se terminer l'année. Lui-même sait plus ou moins son planning des 3 dernières années. Ça permet, donc en ayant une situation à fin septembre et en extrapolant à fin décembre, de voir plus ou moins quel sera son résultat de l'année. Sur base de ça, on va pouvoir déterminer un peu qu'est-ce qu'il y aurait comme loi sociale à payer réellement, qu'est-ce qu'il y aurait comme impôt prévu, et adapter les choses pour que, idéalement, fin d'année, ben, tout soit en ordre et qu'il ait déjà, dans un monde idéal, payé ses lois sociales, payé les anticipés d'impôts, et donc il se dit, ben voilà, 2021 est terminé, je suis tranquille, passons en 2022. Une routine que j'explique à tous mes clients aussi, qui paraît un peu ridicule, mais qui fonctionne super bien, c'est, voilà, quand vous rentrez de chez vous après votre journée de travail, après votre passé à votre atelier, que sais-je, vous arrivez, comme je dis toujours, ben, vous dites bonjour parce que mes parents m'ont appris comme ça. Quand c'est fait, vous gardez votre courrier de la journée. Il n'y a rien d'urgent, et bien mettez dans un bac. La plupart du temps, il n'y aura rien d'urgent. Donc en 2 minutes, c'est fait, parce qu'on ne reçoit quand même pas 15 factures tous les jours. Il y a un truc urgent, mais on regarde ce que c'est. S'il faut, on le transfère au comptable. Si on a un doute, on ne sait pas, on transmet. Si on ne comprend pas, on transmet. Et on résout le problème. Ça prend 2 minutes tous les jours en moyenne. De temps en temps, il y aura un truc en plus, mais pas grand-chose. Et le dimanche, comme je dis souvent, avant d'aller à messe ou bien avant de prendre l'apéro, chacun fait comme il veut, et à mon avis, un n'empêche pas l'autre. On se met à son bureau, on trie tous ses papiers, on prépare ses virements, on met sur chaque facture la date mémo qu'on a prévue ou la date à laquelle on a fait le paiement. Ça, quand c'est fait, on fait des petits trous, on classe dans la farte pour donner au comptable, que l'on voit idéalement, je dirais, 2 fois par trimestre au minimum. Pas longtemps, mais on le voit, on échange par mail. Si on fait ça, moi je vous garantis que 90 à 95% des problèmes administratifs de l'entrepreneur, de l'indépendant, seront d'eux-mêmes résolus. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais avec la plupart de mes clients, et dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. Je remarque aussi que systématiquement, quand on rentre regarder et puis taper dans un bac toujours le même, permet de ne pas égarer certaines attestations ou documents qui peuvent parfois changer beaucoup de choses. Alors, une petite comparaison bien utile. Je vais regarder où j'en suis. Il me reste combien de temps là? Il me reste encore une demi-heure. Non, 25 minutes. Ça va. 20 bonnes minutes, tout va bien. Moi, je vois 24 sur mon minuteur. Mais enfin, bon, soit. 24, je vous les donne. Alors, on va prendre un cas pratique. Voilà. Un employé, ouvrier, un fonctionnaire, peu importe, un salarié a un salaire brut mensuel de 3 000 €. Sur ce salaire brut mensuel, on va lui ponctionner grosso modo 400 € d'honnête personnel et on va dire 750 € de précompte. Donc il va toucher, on va en dire 1 860 € net dans sa poche, enfin, sur son compte.
Après l'année, il va souscrire sa déclaration fiscale, il va recevoir après son avis extrait de rôle, et comme je vous ai dit tout à l'heure, sauf surprise rare, dans la plupart des cas, eh bien, il aura payé à peu près assez de précompte, et il se peut même qu'il retouche parfois des sommes importantes s'il a encore des enfants à charge, un crédit hypothécaire, qu'il a fait de libéralité, enfin, toutes des exceptions. Avec cet argent-là, ben, il n'a plus qu'à, entre guillemets, se loger, se nourrir, se déplacer, se vêtir, se soigner, peut-être un petit peu épargner. Et voilà, il sait qu'il est tranquille. Avec l'indépendant, c'est totalement différent et vous allez voir pourquoi souvent l'indépendant peut tomber dans des problèmes financiers graves et importants. Imaginons un indépendant, voilà, il place des châssis et comment vous avez fait appel à lui et vous avez fait affaire, il est venu mettre des châssis, vous êtes super content, il a fait du beau travail, il vous fait sa facture. Pour une question de simplification, j'ai tenu compte que toute la TVA était partout à 21% pour faciliter la compréhension. Donc, il vous fait la facture qui correspond bien au devis qu'il vous avait rendu et il vous facture 10 000 euros plus la TVA, 2 100 euros. Il vous facture 12 100 euros. Vous êtes quelqu'un d'honnête aussi, vous êtes sérieux et satisfait, vous payez dans les jours qui suivent la facture. Donc, mon indépendant, il a 12 100 euros qui tombent sur son compte. Mais il faut savoir qu'il a acheté les châssis. Grosso modo, alors c'est une fourchette, hein, mais voilà, souvent on dit que les achats de marchandises représentent 30% du montant hors TVA facturé. Le reste, ben, vous allez voir à quoi ça sert. Et donc, ben, lui, il faut qu'il paye son fournisseur ben, 25% de 10 000 euros, ça fait 2 500 euros, plus la TVA. Donc, lui, il va donner 3 025 euros à son fournisseur. Donc sur les 12 100 de départ, il n'a déjà plus que 9 075. Bon, ça reste confortable. Ben, il doit aussi payer son véhicule, ses petites marchandises, enfin, je sais pas, des clous, des vis, il doit payer ses crédits professionnels, il doit payer ses assurances, des petits consommables, le comptable, enfin, plein de choses comme ça qui lui permettent de vivre, l'essence, que sais-je. On va dire que grosso modo, ça représente 15% du total, c'est plus ou moins une proportion qui peut varier, hein, mais c'est une moyenne qui paraît à peu près logique. Ben hop, 1 500 euros plus la TVA, 1 815 euros qu'il a dû payer. Donc maintenant, des 12 100, il est à 7 260. Alors, ben, donc je vous ai dit, la TVA, il y a la 2100 qu'il doit rendre à l'État. Heureusement, il peut quand même déduire la TVA qu'il a eue sur ses achats de marchandises et ses achats de biens et services divers. Donc, marchandises, c'est l'achat des châssis. Les biens et services divers, ben, je vous dis, c'est les clous, l'assurance, le carburant, c'est moi. Alors, je sais qu'il n'y a pas de la TVA sur tout, mais pour la simplification, imaginons, ben, il peut déduire cette TVA-là. Au final, il a quand même 1 365 euros de TVA à rendre à l'État. Normal, elle ne lui appartient pas. Donc, sur les 12 100, ben, il n'est déjà plus qu'à 5 685. Mais ça, ce montant-là, ce n'est pas du net. Là, c'est une espèce de bénéfice brut, si on peut dire. Donc, on a quoi? Donc, le chiffre d'affaires, 10 000 euros, puisque là, on parle sur TVA, moins 2 500 euros de marchandises, moins 1 500 euros de biens et services divers, bénéfice brut, 6 000 euros. Là-dessus, maintenant, il va devoir payer ses lois sociales. Le social, c'est plus ou moins 21%. Donc, ça fait 1 260 euros qu'il doit payer. Et donc, il lui reste une base imposable de 4 740 sur laquelle il va devoir payer son impôt. Alors, l'impôt est progressif. Imaginons qu'il est dans la tranche de 45%, qui, vous verrez plus loin, n'est quand même pas une tranche très, très élevée. Il va payer 1 896 euros. Et donc, au final, il va lui rester 2 844 euros sur les 12 100 qu'il avait touchés. Donc, on est quand même en dessous du quart pour se loger, se nourrir, se déplacer, se vêtir, se soigner, certainement épargner, parce que je vous ai dit, par rapport aux salariés ou aux fonctionnaires, pas le pensionné évidemment, mais s'il ne prévoit pas un tout petit peu sa pension, ça va être compliqué. Donc vous allez me dire, oui, mais enfin, il a 2 844, l'autre il avait 1 800, il a 1 000 euros. Oui, mais on parle aussi au départ d'un chiffre d'affaires de 12 100 euros. Donc, il faut arriver à faire comprendre à l'indépendant que l'argent qu'il touche, c'est très, très, très loin d'être ce qu'il peut avoir dans sa poche. Je ne sais pas si vous voyez ici, mon exemple qui, honnêtement, n'est pas un exemple si loin que ça de la réalité, mais au final, sur 12 100 euros qu'il a touché, il lui en reste 2 800 dans sa poche. La tentation est grande pour l'indépendant de se dire, j'ai plein de sous, je peux y aller, je peux me faire plaisir, je peux dépenser, je peux... Ben non. Voilà. Donc ça c'est ce genre d'exemple, je l'ai déjà montré à certains indépendants qui débutent, qui tombent par terre.
Moi, ce que je conseille même parfois de faire, c'est d'ouvrir un carnet de dépôt complémentaire et de déjà provisionner, quand on reçoit de l'argent, une partie pour la TVA, une partie pour le loi social, une partie pour les impôts. Et si on fait ça, ben, avec ce système-là, on s'en sort. Et puis, une fois que les années arrivent et qu'on a compris le mécanisme, on n'est plus obligé de le faire. J'ai des indépendants qui le font toujours, ce qui parfois complique un peu pour nous comptables la donne, parce qu'ils font presque tous les mois, certains, ils poussent le bouchon jusqu'à je mets un peu de côté pour payer le comptable, pour payer ici, pour payer là. Ça vous fait une multitude d'opérations bancaires. Mais en tout cas, ces gens-là, souvent, quand il faut sortir l'argent, ce n'est pas le week-end où on fait la fiesta, mais ça fonctionne bien et ils ont les sous. Alors, il a plein de sous, mais alors en plus, il y a le décalage dans le temps. La TVA dont je vous ai parlé, donc il a eu l'argent en mai, début mai, il devra payer la TVA la plupart du temps pour le 20 juillet, parce que la plupart du temps, on est en TVA trimestrielle. Sauf si vous dépassez 2 350 000 euros de mémoire de chiffre d'affaires, ou que vous êtes dans des secteurs spécifiques, ça ne concerne pas vraiment le petit indépendant du coin, c'est assez rare qu'on facture des montants pareils. Euh, je vous ai dit les lois sociales provisoires calculées, ben, vous pourriez très bien vous retrouver qu'elles sont payables trimestriellement, vous pourriez très bien vous retrouver qu'en fait par trimestre vous devez payer 1 000 euros, donc en fait par mois ça ne fait que 333 euros à payer. Or on avait presque 1 400 euros à payer rien que sur cette facture-là. Mais la régularisation entre les deux, elle se fera si on ne le fait pas dans l'année, 3 ans plus tard. À nouveau, l'indépendant a le temps de dépenser son argent et que quand il faudra les sortir, ben ça va faire mal. Les impôts, c'est pas beaucoup mieux, enfin c'est pas beaucoup mieux, si quelque part. Mais les prestations qu'on fait en 2019, elles seront rentrées dans la déclaration fiscale qu'on va souscrire en 2020. Quand ben, entre juin et octobre 2020, et on va recevoir ce qu'on appelle l'AER, la vie extrait drôle, qui dit il y a autant à payer ou récupérer. Ben là, vous dire quand, c'est impossible, mais ce sera grosso modo entre décembre 2021, oui, 2020, pardon, et juin 2021. Donc, il peut se passer parfois 2 ans entre le moment où on a touché l'argent et le moment donné, on va devoir rendre l'impôt sur cet argent. Donc, si l'indépendant ne voit pas à long terme et n'est pas prévoyant, ben, à nouveau, s'il a tout dépensé, ça peut faire mal, surtout que certains se disent, mais c'est pas grave, je payerai ça avec l'argent que je vais générer par la suite. Oui, mais s'il y a un revers de médaille par la suite et que tout a été dépensé, boum, patatras. Si donc, je vous avais dit, donc si l'indépendant ne suit pas bien ses paiements, n'oubliez pas que toute facture émise pour l'État, c'est comme si la TVA était perçue, c'est comme si, et donc ça veut dire qu'il faudra la payer, que les lois sociales sont dues et que les impôts pareil. C'est donc important que l'indépendant suive bien le paiement de ses factures, sans quoi, comme je vous l'ai dit, il a acheté et payé des marchandises sans avoir de retour, il a travaillé sans avoir de retour, et il paye de la TVA, des lois sociales et de l'impôt sur de l'argent qu'il n'a pas perçu. Souvent, vous expliquez ça à l'indépendant, ça percole, hein, croyez-moi. Alors, quelques chiffres. Les lois sociales, donc oui, ça, je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Oh, bon, j'ai encore un peu de temps. Les lois sociales sont calculées donc sur le chiffre d'affaires, moins les achats de marchandises, moins les frais généraux. On prend le montant obtenu, on en multiplie ça grosso modo par 21%, et on obtient le montant de loi sociale à payer. En sachant que pour un indépendant complet, il y a un minimum qui est de plus ou moins 750 euros par trimestre, on ne pourra pas descendre en dessous, ça fait quand même 3 000 euros par an, et un maximum de plus ou moins 4 300 euros par trimestre, ce qui fait 17 200 euros par an. En fonction, le reste, ça varie en fonction du chiffre de chacun. Alors, pour les impôts, donc vous aviez ici le montant, donc on a dit le chiffre d'affaires, moins les achats de marchandises, moins les frais généraux. On va enlever les lois sociales payées, et ça vous donnera la base imposable sur laquelle vous payerez de l'impôt. Il y a plein, comme je l'ai déjà expliqué, plein d'autres éléments qui viennent s'ajouter. Et vous avez dans le petit rectangle que vous voyez vert, les taux qui étaient d'application avec les tranches de revenus. Ça évolue chaque année, mais comme l'exemple parlait des revenus 2019, mais vous voyez que de 0 à 13 250, on est déjà taxé à 25%. Donc, il faut savoir que, grosso modo, les 8 000 premiers euros sont exonérés. Mais après, on paye 25, puis vous voyez 40% entre 13 000 et 24, même pas 23 390, 45, et à partir de 40 480, on est à 50%. Si vous regardez votre fiche de 180 que vous recevez chaque année pour votre déclaration d'impôt, vous verrez que ces tranches sont relativement vite atteintes. Alors,
Imaginons, cas pratique maintenant, que notre entrepreneur, il n'a pas fait que le mois d'avril comme ça, mais il a fait toute son année comme ça. Il a vraiment bien travaillé. Donc, il a un chiffre d'affaires sur l'année de 120 000 euros. Il a des marchandises pour 30 000 euros. Il a des biens et services divers pour 18 000 euros. Ben, simplement, j'ai multiplié. Hein, c'est pas très compliqué. Pardon, c'est pas 10%, c'est 15%. Enfin, bref, il a un résultat brut d'exploitation de 72 000 euros. Donc, sur cette base-là, ça lui ferait plus ou moins 15 000 euros de loi sociale à payer. Or, souvenez-vous, on lui réclamait 1 000 euros. Donc, il aura payé 4 000. Donc, ça veut dire qu'il va devoir, 3 ans plus tard, si on n'a pas fait la rectification, sortir 11 000 euros de loi sociale en plus. À nouveau, s'il n'a pas fait l'écureuil, ça peut faire mal. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit, résultat brut d'exploitation, 72 000. On va enlever les 4 000 euros de loi sociale qu'il a réellement payé. Base imposable, 68 000 euros. Il n'a pas fait d'anticipé, il est un jeune indépendant, il n'était pas obligé de le faire, ou même il n'est plus un jeune indépendant, mais il se fout des majorations, il dit je le payerai, c'est son droit, c'est peut-être un peu bête, mais c'est son droit. Et bien, ce qui va se passer, sur les impôts prévus, je vous ai dit les 8 000 premiers euros ne sont pas taxés, ça va lui faire plus ou moins 27 000 euros d'impôts payés, plus, souvenez-vous, les lois sociales. Ben, le gaillard, il va se retrouver à un moment donné avec plus de 30 000 euros à sortir. Si il n'a pas fait l'écureuil, ben, il ne faut pas s'étonner s'il est énormément, devant d'énormes problèmes financiers. Et que voilà. Donc ça fait partie, je pense, de notre boulot. Alors, je vous avais dit quelques petits outils que moi, je préconise. Vous avez ici un de mes clients architectes. Bon, il a déjà fait ça de manière un peu plus sophistiquée. En fait, ben, il a un petit tableau où il regroupe ses factures. Il a poussé le vis jusqu'à mettre les sommes hors TVA. Bon, maître de l'ouvrage, vous imaginez bien qu'il y a le nom de client que j'ai évidemment masqué. Somme hors TVA, 21% somme TVA. Et il met à quelle date c'est payé. Bon, je l'avais déjà dit, l'idéal, ce serait que tu aies le total TVAC et par contre, le montant qu'on t'a touché, ça, tu peux aussi voir, c'est pas une différence. Il ne le fait pas, mais enfin, au moins, voilà. Et c'est ici, ben, vous voyez, c'est un tableau qu'il m'a donné la semaine passée, je pense. Mais il se fait qu'il n'a plus de facture de l'année précédente ouverte, c'est super. Et il voit ici, et donc, ben, il peut voir à tout moment, ben, lui, clairement, dans son cas à lui, depuis qu'il a mis ça en place, il n'a plus de problème de retard critique que du contraire de paiement de ses clients. Ça ne prend pas un temps fou, c'est bien si c'est fait sur Excel parce que ça permet des calculs automatiques, mais ce genre de choses peut être fait à la main. Il est quand même rare qu'un indépendant en personne physique qui a une activité de taille modeste fasse 800-900 factures par an. Souvent, il n'en fait quand même pas tant que ça. Ou alors, on est face à un commerçant qui, lui, de toute façon, travaille en cash et avec sa caisse. Et enfin, il est quand même assez rare ou alors c'est qu'on est malhonnête, mais on ne part pas en courant sans payer de la petite supérette où on a été chercher 1 kilo de farine. Je vous avais dit donc la fameuse situation. Alors, je vous ai mis ici un exemple avec une de mes clientes géomètre. Ben, il se fait que j'affectionne un peu plus que les autres ce métier-là, fatalement, c'est le passé. Et donc, j'ai quand même près de 1% des géomètres de Belgique qui sont chez nous, et c'est une chouette chose. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est on lui fait une situation à fin septembre. Alors, derrière les quelques chiffres qui sont là, il y a plein d'autres chiffres, évidemment. On extrapole à fin décembre. Par exemple, je demande, tiens, est-ce que tu comptes partir pendant 2 mois faire le tour du monde? Non, ben, surtout cette année-ci, l'année passée, évidemment. Donc, je peux présupposer que, par exemple, pour le chiffre d'affaires, je peux faire une règle proportionnelle. Oui, tu peux. Ben, hop, là, je fais. Pour les dépenses professionnelles, là, j'analyse un peu plus profondément. Donc, je regarde, par exemple, tiens, elle a déjà payé sa RC professionnelle pour toute l'année. Donc, le montant que j'ai sur 9 mois, ben, fatalement, sur 12 mois, ce sera le même. Les frais de carburant, ben, comme elle m'a dit qu'elle continue à travailler normalement, je peux présumer que le montant après 9 mois, ben, je fais x 12 neuvième, j'aurai le montant après 12 mois, et ainsi de suite. Ça me permet d'obtenir un résultat d'exploitation. Ben, vous voyez ici, voilà, elle est à 38 064 euros présumé. Je peux vous garantir que ce ne sera pas le bon chiffre. Si j'arrivais à avoir le bon chiffre, je change de métier, je me fais de vin, je vais jouer 2 fois l'euro million, et après, ben, je fais d'autres choses. Voilà. Ce serait chouette, ça me plairait beaucoup, mais ce n'est pas comme ça que ça va. Donc voilà. Mais donc sur base de ça et d'une discussion que nous avons eue malheureusement via Teams, puisque pour le moment on ne sait pas faire autrement, eh bien par rapport au versement anticipé, je l'avais déjà fait faire, je lui ai proposé de faire un complément de versement anticipé qu'elle a fait en partie en octobre et en partie en décembre. Je lui ai proposé de faire un complément de loi sociale de 2 000 euros. Comme ça, on est certain que dans 3 ans, elle n'aura pas de régularisation, elle a payé tout ce qu'il faut. N'oublions pas que le fait de faire cette cotisation sociale, de les payer en plus, ben, ça va lui faire 2 000 euros de frais généraux, et donc ça va lui faire une base imposable en moins.
dans la tranche sans doute des 40, 45, voire 50%. Et donc, in fine, ça va lui faire moins d'impôts. Donc, tout est en cascade. Et donc, c'est ça que ça va. Vous voyez, j'avais ajouté, attention, discuter des droits passerelles, c'est parce que, ben, ça c'est toute une polémique, les droits passerelles, ben, c'est une superbe chose et Dieu soit loué pour beaucoup de les avoir obtenus. Maintenant, il faut savoir que j'ai eu beau prévenir mes clients, ben, il y a ceux qui auront gagné leur vie quasi normalement, qui auront bénéficié des droits passerelles, pardon, ils vont devoir en rendre une bonne partie. Ça me semble de bonne guerre. Si maintenant, malheureusement, vous avez réellement été impacté énormément par le Covid, ben, vous ne serez quasi pas, voire pas du tout impacté par ça. Et donc, ce sont des choses que j'ai bien expliquées, enfin, j'ai essayé de bien expliquer à mes clients. Et voilà, maintenant, clairement, chez certains, ça aura été un surplus imprévu et peut-être parfois un peu anormal. Pour d'autres, ça aura été quelque chose qui aura permis de tenir la route et de continuer à faire vivre sa famille. Et malheureusement, pour une autre frange, ben, ça ne suffira pas, mais c'est comme ça. Enfin, il faut reconnaître, en tout cas, moi, je n'ai pas peur de le dire, je pense que cette fois-ci, les indépendants n'ont pas été oubliés. Et c'est comme disait mon beau-père, qui était quelqu'un de bien, quand c'est bien, il faut le dire. Voilà. Alors, quelques trucs aussi, je vous ai expliqué tantôt qu'il était très difficile d'obtenir les renseignements de la part de la personne parce qu'elle n'aime pas trop le dire, mais aussi des organes parce qu'ils ne peuvent pas donner vraiment certains renseignements parce que ben, j'ai beau ne pas être, je pense, quelqu'un de malhonnête, le RGPD protège de beaucoup de choses. Il faut savoir qu'avec la carte d'identité et le code PIN, et ça je connais que c'est compliqué, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un code PIN, ils ont bien remarqué que sur la carte d'identité, il y avait un petit carré jaune, et que grâce à ça, le code PIN de l'ancienne application, on pouvait se connecter à plein de choses, mais il faut le code PIN, mais avec ça, si vous allez sur MyMinFin, et je vous ai mis ici un exemple, si vous allez dans l'onglet Mes documents, vous avez énormément de renseignements. Alors ben, ici, j'ai accès via mes accès en tant qu'expert comptable à certaines choses. Alors, je vous ai mis, sans mettre de nom bien entendu, un client qui malheureusement a eu des soucis à un moment donné. Et vous voyez ici, voilà, c'est l'onglet TVA. Et vous voyez, il y a eu une prévention de la mise à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un peu trop longtemps qu'il n'avait régularisé son compte courant et qu'il risquait de passer en compte spécial. On l'a expliqué tantôt. Ce sont les renseignements qu'on peut obtenir ici. On va pouvoir trouver aussi les avis extraits de rôle, les genres de choses. Enfin, bref, ça va pouvoir vous donner des renseignements pour essayer de trouver un peu ce qu'il en est et pouvoir par la sorte essayer de l'aider au maximum, puisque parfois, même avec la meilleure des volontés du monde, l'indépendant ne sait pas où il en est pour certaines choses. Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de votre caisse d'assurance, de sa caisse d'assurance sociale. Donc, par défaut, si on ne fait pas, on est inscrit à l'INASTI. Non, beaucoup passent, comme je l'expliquais tantôt, par des secrétaires sociaux. J'en ai énuméré certains ici. La plupart du temps, ils sont de bonne composition. Là aussi, il y a moyen que le comptable ait une procuration et à ce moment-là, il peut recevoir en direct les renseignements. Ce n'est pas toujours évident, mais on peut obtenir beaucoup de renseignements. Et donc, c'est là qu'on pourra savoir si il est en ordre de loi sociale ou à peu près. C'est là qu'on pourra savoir s'il a du personnel et qu'il passe par le secrétaire social, s'il a bien payé son précompte, son NSS et compagnie. Enfin, on peut l'espérer. Auprès du ministère des Finances, la plupart sont des gens d'extrêmement bonne volonté et donc il y a moyen d'avoir des gens qui vous aident pour aider l'indépendant. Le plus gros problème, c'est seulement de tomber sur la bonne personne. Je vous ai mis le lien qui permet d'aller chercher l'annuaire du ministère des Finances et de là, en cherchant le type d'entreprise, le type d'activité, enfin, le type de renseignement que vous souhaitez et souvent à la commune, eh bien, vous pouvez tomber sur le bon contrôle, la bonne cellule. Et la plupart du temps, ça commence souvent par un 02 259 de mémoire, comme ça. Les gens sont des gens de bonne composition qui vous aident. Et voilà, non, impossible de tenue ni chez eux ni chez nous. Auprès de la banque, c'est parfois pas mal aussi, comme je vous ai dit. La banque, pour autant que vous puissiez avoir les renseignements, pourront parfois vous faire découvrir des comptes dont vous n'aviez même pas la pensée qu'ils pouvaient exister. Et malheureusement, il est assez fréquent que ces comptes soient en rouge avec un gros moins devant. Je vous ai dit, les crédits de caisse, c'est aussi quelque chose qui est utilisé. Un crédit de caisse, c'est, je suppose que vous connaissez, c'est le fait de pouvoir aller en négatif. On a tous ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fait de manière très ponctuelle.
je vais en négatif un jour ou 2 ou 3 jours et puis je remonte. Certains indépendants utilisent ça comme une avance long terme, mais ça coûte extrêmement cher puisque les taux d'intérêt sont pas loin de 10%, c'est un peu moins maintenant, mais quand même. Voilà. Faites le test, enfin, si vous voulez. Moi, ça m'est déjà arrivé, parfois, par inadvertance, pendant un jour ou deux sur un trimestre, je descends à moins 500 € sur mon compte courant, alors que le reste, les 90 autres jours du trimestre, je suis, mettons, à plus 1000 € en moyenne. Et puis, quand vous recevez votre décompte trimestriel, intérêt positif 0, intérêt négatif 3, 4, 5 €. C'est comme ça. Mais les crédits de caisse, ce n'est pas des montants pareils. J'ai quelques clients qui n'ont toujours pas capté ça et qui se retrouvent avec parfois, pour un crédit de caisse pas énorme, hein, de 10 000 € en négatif, se retrouvent en fin d'année avec 1 200, 1 300 € d'intérêt à payer en plus. Donc c'est 1 200, 1 300 € de trous supplémentaires. C'est vraiment comme si vous aviez pris 1 200, 1 300 €. Ça fait quand même 50 000 francs belges pour les anciens comme moi, que vous prenez, vous mettez le feu, comme Gainsbourg l'avait fait. Hein. C'est un peu ça. C'est dingue, mais c'est comme ça. Donc voilà, je pense que je suis arrivé au bout. Oui, il me reste combien de temps? Il me reste, Madame Jean-Marc, Allez-y, oui, 3 minutes. pas. 3 minutes, c'est ça? Allez-y, oui, 5 Voilà. minutes, il n'y a pas de Je vais souci. vous donner un. Voilà, j'avais prévu au cas où. Je vais vous expliquer un cas que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, en très résumé. Pas loin de chez moi, il y a une petite friterie où j'avoue. Vous pouvez même prendre 10 minutes, hein, je vois les questions, donc Ça on va aura le encore. temps de les gérer, donc vous avez Ok, ça va. Il y a une petite friterie un peu plus loin où je vous avoue que mon épouse et moi, une fois tous les 15 jours, le vendredi, on fait ce qu'on appelle un souper crasse. C'est-à-dire que je vais chercher les frites, une fricandelle, un machin, un bazar, un pot de sauce, et on mange ça devant la télévision, en regardant koh quand c'est la période. Et ça nous fait du bien. Voilà, ça fait du bien de temps en temps aussi de manger un truc pas très équilibré. Et pendant le confinement, ben, pour moi, la friterie était fermée. Et puis, un peu en parlant avec mon voisin par au-dessus de la haie, avec la distanciation, il me dit, excuse-moi, je te laisse, mais les frites arrivent. Je dis, ah, les frites, la friterie est ouverte. Ah oui, ah ben, bonne idée. Donc, je téléphone, je prends rendez-vous, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on me dit, ben, venez à 20 h chercher vos frites. Je vais chercher mes frites. Et la dame, voilà, j'attends, et puis je dis, ah, ça va, vous en sortez, ça se passe bien le confinement. Bah oui, ça va, c'est pas facile, mais enfin, si vous avez bien fait le nécessaire pour vos droits passerelles et la prime de 5 000 €, vous êtes dedans. Ah non, j'ai rien fait. Mais mon comptable m'a rien. Je dis, bah, enfin, c'est quand même malheureux, mais enfin, vous pourriez aussi être un peu proactive, on en parle beaucoup. Oh non, je sais pas ce que je dois faire. Je dis, ben, vous êtes à quel secrétaire social? Je dis, ah, je suis à l'UCM. Elle dit, bah, ça tombe bien, en plus j'en ai beaucoup qui sont là-bas, je connais le principe. Écoutez, demain, venez à mon bureau, c'est à 500 000 d'ici, je donne ma carte, on va regarder ce qu'on peut faire. Dans ma tête, honnêtement, pas pour me faire de l'argent, en me disant, bah, je vais lui faire plaisir, peut-être que la prochaine fois, j'aurai mes frites gratuites chez elle. Le lendemain, elle vient, en 20 minutes, elle a ses 3 mois de droit passerelle récupérés, elle a la demande pour sa prime de 5 000 €, tout ça se fait, ok, c'est bon. Elle me demande combien je dois. Je dis non, écoutez, c'est bon, si, ça a duré une demi-heure, c'était pour vous donner un petit coup de main. Si par les temps qui courent, on ne peut pas s'entraider un petit peu. Je dis, ah, écoutez, je suis vraiment content, merci, vous m'avez donné plus de conseils ici en une demi-heure que mon comptable en 3 ans. Je dis, bah oui, mais enfin, vous savez, c'est dans les deux sens, j'en ai parlé assez pendant l'exposé. Écoutez, moi j'aimerais bien changer, venir chez vous. Je dis non, déjà je ne fais pas ça comme ça. Et en plus, honnêtement, l'ORECA, c'est un domaine que je ne préfère pas. On ne peut pas tout connaître, tout savoir. J'ai peut-être cette chance-là que je peux un peu choisir mes clients et j'avoue qu'il y a certains domaines que je maîtrise moins. L'agriculture, par exemple, c'est un domaine très intéressant, mais je ne le maîtrise pas. Et je ne prends pas les agriculteurs parce que c'est un domaine très spécifique. Bon, le temps passe. 15 jours plus tard, l'envie de frites revient. Je recommande, je vais chercher mes frites. La dame me dit, je peux vous parler 2 minutes? Je dis, oui. Vous n'avez pas changé d'avis? Je dis, ben non. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que j'ai eu de nouvelles de mon comptable, enfin, via sa secrétaire, je sais pourquoi il ne me donnait pas signe de vie. Ah, il est mort du Covid. Bon, ben voilà, alors, elle vous sort ce genre de choses, et puis vous êtes sûr que vous ne voulez pas me prendre? Ben si. Voilà. Hop, un petit pas qu'on est parti. Elle vient avec ses papiers, et puis ben là, de fil en aiguille, je commence à comprendre qu'en fait, elle a un plan d'appurement pour des dettes qu'elle avait, qu'elle termine péniblement, elle a du retard de près de 2 ans dans ses droits sociaux, elle est en conflit ouvert, un peu plus ouvert avec le propriétaire qui lui loue enfin, voilà. Je continue encore un petit peu, parce que j'ai Oui, oui. merci. Elle est en conflit avec des huissiers parce qu'elle s'est fait un peu couillonner, comme on le dit, par des vendeurs de prometteurs de bonjour qui vous disent, voilà, on va vous faire un site, vous allez avoir un ordinateur et compagnie, et en contrepartie, ben, vous signez pour une maintenance sans vous en rendre compte, où vous allez devoir verser 250 € par mois pendant 3 ans, et qu'en fait, votre site, c'est juste une page, enfin, c'est un peu honteux. Elle est en retard d'impôt, enfin bref, vous découvrez que il
dis, ah, miséricorde, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et donc, vous commencez à chercher, à écrire à gauche, à droite, à téléphoner. Ici, heureusement, c'était l'UCM. Elle m'explique qu'elle avait un plan d'appurement qui se terminait le mois suivant. Et donc, voilà, je dis, vous remettiez combien pour ce plan d'appurement? Ah je remettais 500 € par mois. Heureusement, ce n'était pas des montants trop élevés. Et donc, on a pu négocier avec l'UCM un plan d'appurement pour les lois sociales du passé, à partir du moment où on promet que les lois sociales du présent sont honorées dans les délais, sur une durée, je ne sais plus, je crois que c'est 18 mois, et où elle rembourse exactement ce qu'elle remboursait avant, dans l'autre plan d'appurement qu'elle avait pour autre chose, dans celui-ci. Et donc, voilà, pour l'histoire qu'elle était en conflit avec son propriétaire, il s'avère que c'est un peu plus qu'un conflit. Moi, je l'ai dirigé sans aucune obligation vers un des avocats que je connais, qui a repris son dossier en main, qui maintenant a déposé une plainte et ça suit son cours. Et il s'avère au final que il semblerait, sans garantie, mais que le propriétaire peu scrupuleux est venu ponter toute son électricité, et il a une grosse activité assez énergivore, sur le compteur de ma cliente, ce qui fait qu'elle a reçu sa régularisation ici, et tout d'un coup, sans raison à crier gare, sa consommation électrique a triplé de volume, et donc actuellement, voilà, c'est expert, il y a une suspicion forte de fraude et compagnie, pas chez ma cliente. En attendant, elle s'est ramassée presque 5 000 € de régularisation d'électricité. Et voilà, donc vous voyez, il y a un moment donné, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà remarqué, l'engrenage se fait et quelqu'un s'est marqué pas de bol à croire qu'il a une pancarte accrochée à son dos et que ça le poursuit, et donc quand c'est pas un truc, c'est l'autre, et ainsi de suite. Maintenant, à contrario, ma cliente, on va dire que ça fait 6 mois que je m'occupe d'elle maintenant, n'a toujours pas compris qu'elle doit me donner le plus possible de documents. Or, je lui ai déjà dit, je dis, vous avez une voiture, oui, vous roulez avec, oui, vous allez faire vos courses, oui. Je suppose que de temps en temps, vous mettez un peu de carburant dans votre voiture, oui. Pourquoi je n'ai pas vos factures de carburant ou au moins les retraits? Oui, c'est vrai. Je dis, vous avez l'électricité, c'est bien, mais vos brûleurs, vous ne chauffez pas ça à l'électricité, ça fonctionne au gaz, oui. Donc, vous achetez du gaz, oui. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vos factures? Vous voyez, ce sont toutes des choses. Alors, je ne sais pas si le comptable précédent avait fait du bon ou du mauvais boulot, je ne jugerai pas, puisque je vous ai dit, j'ai commencé par ça, pour ainsi dire. S'il n'y a pas une espèce de connivence, dans le bon sens du terme, bien sûr, et d'interaction entre le comptable et le client, ça ne fonctionnera pas. Et donc, vous voyez, ici, au départ, la madame, c'était juste, voilà, mon comptable ne réagit pas, sinon tout va bien, sauf que non, le droit passerait, je ne savais pas. Et puis en grattant un tout petit peu, et je pense qu'on va encore en découvrir avec mon équipe, au final, il s'avère que, oui, non, c'est vrai, le comptable qui n'a peut-être pas donné certaines instructions ou conseils, mais on a des dettes ci, on a des dettes là, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un petit exemple très résumé, mais au départ, de ce que je suis certain, de la bonne volonté d'une personne, à l'arrivée, on a des catastrophes. Voilà, on va peut-être en rester là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. Ah, ça va être la surprise. J'espère pouvoir y répondre. Maintenant, Bien sachez sûr. que c'est toujours compliqué de donner des réponses si elles sont trop précises, parce qu'on n'a pas toute l'étendue du dossier sous les yeux. Voilà. C'est passé général. Merci beaucoup, Monsieur Romain. C'était nickel, comme toujours. J'espère, on verra. Je vais laisser alors la parole à la modératrice du jour, Virginie. Oui, voilà, merci Monsieur Romain. En effet, les questions restent assez générales. Donc, alors, la première question, ne serait-il pas judicieux d'imposer à tout nouvel indépendant qui veut se lancer de suivre une formation, ne fût-ce que pour apprendre à ne pas confondre ce qu'il y a dans le tiroir caisse et ce dont ils peuvent disposer réellement? Alors, non seulement je trouve que ce serait, merci, non seulement je trouve que ce serait une bonne chose, mais pour moi c'est indispensable, mais je pense que, vous savez, moi je suis un petit comptable de province, je pense qu'il faut peut-être plutôt aller voir du côté du 16 rue de la Loi ce qu'il en est, mais c'est une évidence. Et comme je l'ai dit en commençant, j'ai dans ma clientèle des gens qui sont Bac plus 13, je ne sais pas si vous imaginez, enfin, qui ont fait la médecine, une spécialisation de spécialisation, qui sont, je crois, des pointures dans leur domaine, et ils sont peut-être dans les 10 meilleurs de Belgique, mais quand vous leur parlez de tenir des documents, on n'est nulle part. A contrario, parfois, le gars, et c'est pas du tout péjoratif, qui sort de 7e professionnel en jardinage,
va vous faire des chantiers extraordinaires et lui, tous les papiers seront bien tenus. C'est une évidence pour moi qu'on lâche sur le terrain des gens qui, je vous ai dit, d'un point de vue de leur métier, sont certainement super bons, mais au niveau gestion, sont parfois à l'ouest complet. Et le problème, c'est que ça peut créer des trous phénoménaux. Vous avez vu le petit exemple. Imaginez que la personne a tout dépensé parce qu'elle voit qu'elle a plein de sous, et 3 ans plus tard, sans trop crier gare, elle se ramasse 40 000 € à payer. Et voilà. Alors, une autre personne nous demande, les cours de gestion sont-ils obligatoires pour tous les futurs indépendants? Alors, selon moi, mais je sais que la loi a changé il n'y a pas tellement longtemps, avant, si vous aviez votre diplôme d'humanité, enfin le fameux CESS, ce qu'on appelle maturité pour les gens de mon âge, vous aviez d'office l'accès à la gestion qui était d'office. Je ne sais pas vous dire si maintenant c'est toujours le cas. Sinon, en tout cas, si vous n'avez pas ce fameux sésame, vous devez suivre, je pense que c'est une 40aine d'heures de gestion, des entités comme les centres IFA-PME ou ce genre de choses donnent ce genre de formation. Et c'est bien fait et très bien fait. Et ça permet d'aborder plein de sujets. Mais malheureusement, c'est rarement suffisant que pour pouvoir lâcher, entre guillemets, l'indépendant dans la nature. Surtout que l'indépendant, il fait ça parce qu'il est contraint et forcé de le faire. Il fait ça après 16 heures. Il arrive là-bas avec des pieds de plomb et il ne veut qu'une chose, c'est le cacher sur le document qui donne l'attestation A. Ce n'est que ça. Merci. Alors, la suivante, c'est plutôt votre avis. Ne faudrait-il pas rendre obligatoire le recours à un comptable? Je suis un peu partie prenante dans l'affaire. Donc, en tout cas, moi, je peux vous dire qu'en tant qu'ancien géomètre, les premières années, j'ai voulu faire comme un grand notre déclaration fiscale à mon épouse et moi. Et puis, à un moment donné, est arrivé des événements complémentaires comme le crédit hypothécaire et ce genre de choses, et l'activité d'indépendant et tout ça. Et je me suis vite dit, là, ça devient trop compliqué pour moi. J'ai fait appel à un comptable. Et à partir du moment où tout se passe bien, en toute légalité, normalement, quand on dit bien, le coût du comptable, vous allez le regagner 2 fois. Une fois dans l'économie d'impôts légale que vous allez faire, et une deuxième fois dans le fait que vous dormirez normalement sur vos 2 oreilles. Alors chez moi, en tout cas, bien dormir, c'est quelque chose d'important. Et donc, je suis quelqu'un qui part du principe, je préfère payer un peu plus un service, mais tranquille. Je ne vais jamais, moi, faire l'entretien de ma voiture, changer l'huile du moteur, parce que j'ai 2 mains gauches, et que, voilà, je préfère payer, je ne sais pas, 200 €, même si ça me paraît chaque fois, je ne sais pas donner, mais payer ces 200 € et me dire, voilà, je suis reparti pour 20 000 km, que de commencer à vouloir tripatouiller moi-même, et qu'au bout de 5 000 km, mon moteur me coule. Vous n'imaginez pas les conséquences que peuvent avoir un encodage hasardeux. Non, je ne dis pas que le comptable ne se trompe pas parfois, je me trompe comme tout le monde, je ne vais pas dire tous les jours, mais ça m'arrive régulièrement. J'essaie que ça soit le moins possible et que ça ait le moins de conséquences, mais quand on ne connaît pas toutes les finesses, et c'est tout le problème, c'est que la loi fiscale et comptable est très compliquée, il y a les règles générales qui représentent peut-être 20%, et 80% ce sont des exceptions. C'est là tout le problème. Donc, voilà. Alors, une petite question pratique. Existe-t-il des logiciels simples à utiliser qui pourraient aider l'indépendant à gérer? Oui, il y en a maintenant, j'avoue, je ne maîtrise pas tout ça. Moi, je vous dis, la plupart du temps, avec Excel, si on se débrouille un petit peu, on fait déjà énormément de choses. Mais je préfère voir quelqu'un qui ne se débrouille pas bien en informatique, avoir son agenda journalier où il note ce qu'il fait, il met ses factures de la journée dedans, il a son petit papier où il note ses factures et il note les paiements en compagnie, que de commencer à vouloir avoir un logiciel. Oui, j'ai certains clients qui ont un logiciel de facturation et ils mettent dedans leurs marchandises et tout ça, et comme ça, ils font un espèce de pré-mâchage de la comptabilité. Ça a du bon. Ça aussi, parfois, du moins bon, c'est que
il faut leur faire comprendre que oui, je sais bien, dans ton logiciel, tu arrives à tel montant de TVA à payer et moi, je t'en manque plus. C'est simplement parce que, mon gaillard, tu as acheté des bouteilles de champagne pour des clients que tu veux leur donner. Déjà, tes coiffeurs, ça me paraît un peu étrange que tu aies des bouteilles de champagne à donner à tes clients parce que, voilà, un petit cadeau, oui, mais de champagne, ça c'est quand même pas donné. Je dis, mais en plus, c'est un cadeau client, selon moi, genre de choses, la TVA n'est pas déductible, toi, tu l'as déduit. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu, les gens veulent parfois faire un peu apprenti sorcier et faire eux-mêmes. Voilà, c'est maintenant clairement, en fonction, avoir un petit logiciel qui aide un peu, ça a du bon. On va de plus en plus maintenant vers une dématérialisation et je pense que de plus en plus, je vais d'ailleurs bientôt faire le pas pour ma clientèle, vers des logiciels où les clients mettront de manière digitale les documents et pourront avoir un suivi un peu plus précis de où ils en sont. Mais l'État aurait aimé que ça soit fait il y a 3 ans. Moi, je pense que dans 5 ans, on y sera à peu de choses près, mais vous aurez toujours des irréductibles qui ne passeront pas à ça, parce que tout le monde n'est pas capable de travailler avec un smartphone, de faire plein de choses. Enfin, une bêtise, quand je dois aller chercher où se trouve l'agenda sur mon smartphone, mes enfants se foutent bien de moi, parce que je mets parfois 2 minutes où je vais dans OK Google pour pouvoir trouver comment le faire fonctionner. Voilà. Et je ne suis quand même pas tout à fait, je pense, arriéré en informatique. Voilà. Merci. Alors, autre question en deux parties. Souvent, donc, quand les indépendants arrivent au CPS, donc les indépendants en difficulté, ben, ils ne payent plus leur comptable. Du coup, le comptable arrête ses prestations et pire, il garde les documents de son client en otage. Ou bien alors, les factures n'étant plus payées, il refuse de donner plus de renseignements au CPS. Et donc, dans ces deux cas de figure, quelles sont les possibilités que les services ont pour obtenir les documents d'une part, ou en tout cas obtenir les renseignements concernant la situation comptable de l'indépendant? Mais il y a un truc qui est très mal foutu à ce niveau-là, c'est que légalement, on ne peut pas, quand un client ne paye pas, on ne peut pas faire de la rétention de documents. Donc logiquement, on devrait les rendre. Maintenant, je vais poser une autre question à cette dame qui travaille dans un CPS. Si le CPS ne la paye pas pendant 3 mois, elle va continuer à travailler? Je ne pense pas. Ben voilà, c'est tout. Il y a un moment donné, moi j'ai actuellement des factures d'octobre, peu, mais j'en ai encore de clients qui ne sont pas payés. Alors, ces clients-là ont eu la décence de me sonner, me dire Pierre, j'ai un problème avec le Covid, tu imagines bien, et donc je vais te payer ma facture, ne t'en fais pas. Ben, je dis ok, mais voilà, le problème, c'est quand ça devient chronique. C'est tout le problème aussi, c'est que le comptable, moi je pense, pour moi même avant les lois sociales, c'est le premier à devoir payer. Pourquoi? Parce que c'est le comptable peut-être parfois celui qui pourra vous tirer d'affaire. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, j'ai sans doute de la chance, j'ai une clientèle qui paye dans l'ensemble bien, et j'ai des gens qui pourtant sont en difficulté, mais qui mettent parfois un point d'honneur à payer leurs honoraires. C'est vrai que parfois ces clients-là, j'aurais tendance à oublier certaines choses. Mais voilà, la seule chose qu'il y a, c'est si le CPS veut prendre contact, enfin moi, si jamais j'avais le cas, le CPS prend contact avec moi, on se met d'accord. Ils viennent ici, ils viennent jusqu'à mon bureau où on travaille par mail. Le CPS, il va aider l'indépendant, mais s'il est prévu dès le départ qu'on va essayer quand même d'apurer tout ou partie de ce qu'on doit au comptable parce que le travail il a été fait, bah, c'est une question de bon sens aussi dans tous les sens. Mais j'inverse la question. Imagine, donc c'est ce que je disais, imaginons que la personne qui travaille dans le CPS n'est plus payée depuis 3 mois par son CPAS. Est-ce qu'elle viendra encore travailler tous les jours? Je ne suis pas certain. Certain. Merci. Alors, dernière question. Ouais. Quel recours pour des erreurs que commettrait un comptable et pouvant amener des conséquences négatives dans une situation financière déjà compliquée pour un indépendant? Vous savez, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied non plus, c'est un peu comique comme question. Qu'est-ce qu'on appelle une erreur? Est-ce qu'il s'est réellement trompé? Vous savez, en comptabilité, fiscalité, il y a quand même rarement mort d'homme. C'est-à-dire qu'on a quand même des délais pour réagir. C'est vrai que nous, les comptables, nous avons des assurances, exploitation qui sont obligatoires, que l'on paye, et parfois cher et vilain. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il arrive régulièrement qu'on n'a pas toutes les données non plus en main. Et donc, on fait aussi avec ce qu'on possède. Et voilà, donc voilà, maintenant, à nouveau, nous sommes des professionnels. Notre métier, c'est un métier de professionnel, donc on n'est pas censé faire d'erreur. Mais si on fait une erreur, à nous de l'assumer, de la reconnaître
et de la corriger. Et si effectivement il y a des conséquences financières, ben, à nous de les assumer. Mais je trouve que l'État belge va déjà dans ce sens-là. On rejette de plus en plus de boulot et de responsabilités sur notre personne. C'est un peu facile aussi. Il faut toujours trouver l'église au milieu du village, quoi. Si un gaillard me dit j'ai 4 enfants à charge, si je suis obligé de lui demander à chaque fois qu'il me communique un avis, un extrait de famille de la commune pour m'assurer qu'il a bien 4 enfants à charge, et pas, parce que vous avez parfois des cas maintenant où il y a des enfants d'un premier lit, d'un deuxième lit, d'un troisième lit commun, enfin voilà. Si je dois vérifier tout ce genre de renseignements à chaque fois, je deviens complètement fou. Donc, il y a un moment donné, surtout que les gens ont très, très bien compris que le compte, par exemple pour la déclaration fiscale, le comptable a un délai au 15 octobre. Donc, le 14 octobre à 6 h du soir, je téléphone à M. Romain, dites, je me rends compte que j'ai oublié de rentrer ma déclaration fiscale. Vous savez m'arranger les bidons. Chaque année, ça m'arrive. Et non seulement le 15 octobre, mais je peux vous dire le 22 octobre aussi. Hein, c'est ça. Et voilà, je pense, j'espère, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, que chaque indépendant, chaque comptable fait de son mieux, respecte la loi et essaye de trouver la voie la moins taxée légale pour son client. Mais voilà, maintenant, oui, c'est vrai, nous avons normalement, parce que ça aussi, il faut le savoir, il existe malheureusement, comme dans tous les métiers, pas mal de gens qui se déclarent comptables, experts comptables, et qui en fait n'ont pas du tout le titre. Et ça, j'ai déjà eu des clients qui sont partis mécontents parce que j'étais un peu trop sévère, entre guillemets, et en fait, ils m'ont donné les coordonnées d'un nouveau comptable et que vous allez consulter sur le site de l'Institut ITA les listings des gens qui peuvent professer en tant qu'indépendants. Ce monsieur n'était pas dedans. Donc voilà. Et donc là, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit dénoncer ça à l'Institut et on doit prévenir le client. Voilà, je ne rendrai pas les documents à cette personne-là. Parce qu'elle n'est pas reprise au rôle. Par contre, si vous voulez venir chercher les documents, ben, je vous remettrai tous. Voilà. On ne peut pas non plus faire de la rétention. Maintenant, si on fait des erreurs, ça m'est déjà arrivé d'en faire. Il y a deux déclarations. Ben non, la fameuse déclaration en plein Covid, enfin, vous allez dire, on y est toujours, mais qui devait être rentrée en avril, pour lequel on a eu un délai. Il y a un client, j'ai oublié de lui envoyer le mail avec le montant à payer. Et donc, j'ai complètement oublié. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui s'est passé. Mon téléphone qui a sonné, enfin peu importe. Je suis en tort. Donc, il a reçu un extrait de compte de la TVA, du compte courant, où il avait 15 € d'intérêt à payer. Ben, clairement, ces 15 €, j'estime que je suis fautif. Ben, naturellement, ce que j'ai fait, sur une des factures que j'ai rentrées un peu plus tard, il y avait prestation honoraire autant, moins 15, le même montant, prise en charge des intérêts suite à mon erreur personnelle. Voilà. Maintenant, il y a des trucs, je vous dis, si c'est parce que le gaillard se fait rectifier par le ministère des Finances parce qu'il avait dit qu'il avait 5 enfants en charge et que réellement il n'y en a plus que 2, mais qu'il m'a menti, ben, les rectifications, c'est pas moi qui vais supporter, ça je suis désolé. Tout est une question de balance et d'honnêteté. Tout à fait. Non, pas de souci. Mais je vous remercie. Je vais juste peut-être terminer par une petite information qui me semble intéressante en ce moment, en tout cas. Une personne qui travaille justement dans un CPAS rappelle que le fonds spécial Covid peut servir justement à régler une facture de comptable qui serait en souffrance et qui permettrait à ce moment-là de rétablir la situation et de pouvoir travailler en collaboration avec le comptable pour obtenir une situation claire et précise. Enfin, autant que faire se peut, évidemment, quand on est indépendant. Pour aider ces personnes. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à Caroline. Merci Virginie. Oui, bien, c'est l'heure des merci. Merci Monsieur Romain. Merci à Virginie. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et merci à l'équipe pour la préparation. Et je tiens à souligner la fidélité des orateurs des autres webinaires et merci à Marie Drelands et à Madame Maucourant pour leur réaction dans la messagerie. Comme je vous l'ai déjà indiqué, le PowerPoint et l'enregistrement vous seront transmis par email. On se retrouve lundi prochain, le 25 janvier, avec 2 psychologues du dispositif Impasse dans l'impasse. Elles nous parleront des indépendants en détresse et des dispositifs d'aide mis en place. En tout cas, on se réjouit de vous y retrouver.
Vous pouvez vous y inscrire via notre site internet. Aurélie a mis le lien dans la conversation. Je vous souhaite à tous une belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous.